RTC. La Tunisie, votre destination tourisme. RRTC. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h07 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 22 novembre 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Tarek Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et notre sujet d'aujourd'hui s'articulera autour des nouvelles tendances du tourisme tunisien, des défis à relever et des opportunités pour un meilleur avenir du secteur. Aujourd'hui, nous allons prendre un vrai temps pour comprendre comment le secteur touristique tunisien évolue et vers où il se dirige entre nouvelles tendances, transformation des habitudes de voyage, innovation technologique et exigences croissantes et en durabilité. Alors le tourisme en Tunisie vit une période de changement profond. Alors pour en parler, j'ai un invité qui n'est pas sur plateau d'RTCI, mais au téléphone. Il s'agit de monsieur Mohamed Anas Snen, qui est un directeur général d'une agence de voyage réceptive d'un tour opérateur allemand. Allô? Allô, aussi Mehdi. Oui, bonjour monsieur Mohamed Anas. Mohamed Anas, oui, Bonjour oui. à vous. Alors vous Bonjour allez à bien? tous et à tous. Oui, je vais bien. Ravi de partager ce moment avec vous Très bien. Alors tous les aujourd'hui auditeurs pour parler. d'RTCI sont à l'écoute. Voilà. Alors, comment allez-vous? Ça va? Alhamdoulilah, tout va bien. La baisse, moi, je pense qu'on a eu une très très belle saison cette année aussi. Oui, très Et bien. une excellente saison. Je pense qu'on aura des chiffres qui seront. On attend en fait les chiffres officiels, mais on arrivera facilement à les 11 millions qui ont été déclarés par les institutions officielles qui sont chargées du secteur Oui, touristique. tout à fait. Et les chiffres qui ont réellement eu une augmentation, principalement, moi je dirais à partir du mois de août, Oui, où on a vu une expansion et une croissance au niveau du nombre de passagers qui sont venus en Tunisie. Et puis septembre était un excellent mois aussi. Et puis on a terminé avec octobre. Et je pense en novembre, on assiste encore à une saison qui est bien chargée aussi, hein. très bien. Alors c'est une bonne évolution, on peut dire, hein. Oui, une évolution exceptionnelle. On partira sur des chiffres records, moi je pense une autre fois. Une demande exceptionnelle aussi de la part des tour opérateurs pour la Tunisie. Oui, La destination connaît de plus en plus euh, une demande de la part de la clientèle européenne ou de l'autre partie aussi asiatique, qui est un marché émetteur aussi important que le marché européen, qu'on doit réellement prendre le temps pour l'exploiter et profiter de ces opportunités qui existent sur ce marché-là aussi. absolument. Alors quels sont aujourd'hui les segments les plus porteurs pour la Tunisie? Est-ce que c'est le tourisme balnéaire, culturel, saharien, bien-être? Alors dites-nous. Oh, malheureusement, la réponse elle est un peu claire. Moi, je pense qu'on reste encore sur le tourisme balnéaire Oui, qui, selon certains chiffres inscrits, on peut réellement mentionner les 90% des clients qui viennent principalement pour le secteur, pour le pour le tourisme tourisme balnéaire. balnéaire, oui, oui. Et ce qui nous dérange le plus, c'est que les autres types et formes de tourisme qui existent en Tunisie sont toujours reliés au tourisme balnéaire. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une certaine dépendance entre le tourisme saharien et le tourisme balnéaire. Ce que je veux expliquer, c'est que pour mieux expliquer les choses, c'est-à-dire qu'un client qui vient pour passer une semaine à Sousse ou à Hamabé, Oui, il profite pour partir pour 2 ou 3 jours au sud tunisien pour découvrir le Sahara. oui, c'est des Donc, il circuits, vient hein. pas principalement pour ce produit. Oui, ce sont des circuits organisés et proposés par les agences de voyage en Tunisie. Exactement. Très Mais bien. on est en train de voir un petit développement, maintenant un meilleur développement sur les zones du sud tunisien. Et je pense avec certaines marques qui commencent à s'implanter sur le sud tunisien, il y aura certainement une amélioration au niveau des vols et des programmations aériennes pour les destinations. Très bien. Alors, quel atout distinctif la Tunisie possède-t-elle par rapport à d'autres destinations méditerranéennes concurrentes?
Cette année, en fait, moi, ce que je dirais toujours, c'est que c'est les durées de vol, premièrement, qui sont très limitées. Les clients, ils sont à la recherche toujours de certaines proximités. Oui, Ils ne veulent plus partir loin de leur destination, en fait, principalement pour des causes environnementales, parce qu'ils pensent aussi que le transport aérien participe dans la détérioration de l'environnement. Donc, ils préfèrent aussi des courts trajets. Donc, nous, on est à 1h45 de Nice, on est à 1h30 de Rome, on est à 2h20 de Paris, donc on est tout près des meilleures destinations européennes. Et puis, la chose la plus importante, comme vous savez, l'aérien, il impacte automatiquement aussi le coût du package. Donc, on se retrouve sur un rapport qualité-prix qui est à moins 30 à 40% par rapport à l'Espagne et la Grèce, oui. les concurrents sur la Méditerranée. La Turquie, malheureusement, elle a connu aussi une croissance énorme au niveau des prix qui sont appliqués pour tout ce qui est séjour et package touristique offerts aux clients. Donc, ça nous a permis réellement de se retrouver dans une position réellement confortable pour pouvoir attirer plus de clients sur la Tunisie. Très bien, Et alors. en même temps, moi je pense aussi que plusieurs facteurs externes, comme certains influenceurs qui sont passés sur la destination, des Instagrammeurs, tout ça, ils ont participé de manière directe à la promotion de la destination et ça nous a permis réellement de reprendre une place avec les concurrents au niveau de la Méditerranée. C'est rassurant. Alors, quels défis structurels freinent aujourd'hui le développement touristique et qui doivent être surmontés, selon vous? Moi, je pense que le problème majeur qui existe maintenant, c'est le nombre de lits. Donc, au niveau des structures, on se trouve avec beaucoup d'hôtels, pour ne pas dire, mais je pense qu'on est à plus que 50% des hôtels qui ont dépassé les 20 ans. Oui, Je pense qu'on a besoin d'un coût de rénovation massif sur la destination. En fait, on doit faire un investissement sans qu'on ait part à une augmentation aussi des nombres de lits au niveau balnéaire, mais je pense qu'il faut qu'on pense à d'autres régions sur la région. Et le défi structurel majeur qui me dérange le plus, moi, c'est la digitalisation. C'est-à-dire que nous, on est un pas à l'arrière par rapport à la croissance, le développement de la digitalisation mondiale. Je pense qu'on doit réellement mettre ça comme un point important où on doit s'aligner à nos concurrents étrangers et aussi une certaine souplesse au niveau du cadre, en fait, du cadre légal aussi, des révisions. Je pense qu'on doit accélérer le processus des cahiers de charges pour certains types de tourisme alternatif qui sont en train d'être de plus en plus demandés par des clients. absolument, parce que le Donc, comportement du touriste dans le monde, il est en train de changer. Donc, il opte beaucoup plus pour le tourisme alternatif aujourd'hui. Exactement. Moi, je pense aussi de la même façon, c'est qu'il faut qu'on soit réellement à jour par rapport à ce qui existe dans le monde. Donc, on ne peut pas garder réellement ce cadre légal très rigide. Il faut qu'on développe ce cadre, on le revoit, on le met à jour et puis on laisse ces petits en fait, investisseurs partir loin, voir loin aussi, leur donner la possibilité de mieux commercialiser leurs produits sur plusieurs marchés dans le monde. Très bien. Alors, vous, en tant que directeur d'une agence de voyage, comment les attentes des visiteurs européens, notamment allemands, anglais, belges, polonais, ont-elles évolué récemment? Ouais, en fait, la plupart des Anglais ils viennent principalement pour la plage. Donc ça, c'est pour être honnête. Mais on a en fait les autres, on va dire les autres marchés s'intéressent aussi sur la partie balnéaire. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a plus d'intérêt sur la partie durabilité. C'est-à-dire que ces gens-là, ils pensent que des destinations qui ne respectent pas l'environnement, ils ne doivent pas être commercialisées. Oui. Donc il y a on va dire une tendance de chercher des hôtels qui sont certifiés au niveau de la durabilité, qui s'intéressent aussi à la protection de l'environnement. Donc on reçoit parfois certains feedbacks sur la qualité en fait, la qualité d'environnement qui existe dans
ça, ce qui nous dérange le plus. Et puis, aussi, le développement de l'intelligence artificielle, de plus en plus de clients qui sont à la recherche de chatbots, ils ne pensent plus que la langue va être un frein réellement pour pouvoir communiquer avec les personnes. Oui, Et il y a aussi eu une certaine recherche de la vie locale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train ils ne veulent plus réellement vivre dans des unités hôtelières qui sont indépendants, on est loin de tout ce qui est locaux, donc ils veulent être de plus en plus en contact avec la vie réelle de la destination. justement. Il y a aussi une recherche de tout ce qui est bien-être. Donc, on voit aussi des types yoga. Ils veulent avoir un peu plus de temps de relax. Surtout On le voit tourisme des expérientiel. certains Hein. hôtels, Voilà, on va ils dire, cherchent donc sans l'expérience. enfants, pour donner la possibilité aux Oui. clients de mieux se reposer, on va dire. Donc, il y a... Et ce que j'ai remarqué aussi, que même l'inflation qui existe, qu'on a vécu, surtout post-Covid, n'a pas réellement trop impacté la décision d'achat de package touristique. D'accord. Alors, quels produits ou expériences les touristes recherchent-ils le plus aujourd'hui lorsqu'ils arrivent en Tunisie? Toujours en premier lieu, on va dire, en premier lieu la plage, et puis en deuxième lieu, c'est tout ce qui est culturel, naturel. Oui, Donc, ils sont à la recherche de découvertes, et le feedback, il est excellent quand on voit des clients qui viennent en Tunisie, puis ils viennent principalement pour la plage, et puis on leur donne la possibilité de partir voir Carthage ou Soufaït el Sbit, là, ou Dogab, et puis ils reviennent impressionnés par ce monde magique, en bien fait, sûr. par cette histoire spéciale, on va dire unique. Et puis, donc, on voit aussi qu'on a la possibilité de développer ce produit-là. Certains, réellement, nationalités, ils sont plutôt, qui viennent spécialement pour tout ce qui est culturel, histoire. Et puis, je prendrai le cas des Canadiens, le cas des Chinois aussi. Oui. Ils sont là Pour le tourisme culturel. En participant à certains circuits culturels et sahariens. Et puis, pour le reste, on a assez réellement de produits qui peuvent être offerts. On peut donner, maintenant, on voit le développement des produits sportifs, on voit le produit saharien qui est de plus en plus demandé aussi. Les gens qui veulent partir à l'aventure, ils veulent sortir du cadre luxueux, passer une nuit sous une tente en plein Sahara. Donc il y a une nouvelle vision du secteur touristique. Donc on a cette possibilité réellement, on a assez de produits qui existent dans notre beau pays, on va dire, qui permet facilement réellement de développer ces nouveaux types de produits. On va dire. Très bien. Alors, le tourisme alternatif et expérientiel, il est en train de prendre réellement de l'importance. Certainement, 50 millions, on va dire 50 milliards en 2023, tourisme alternatif. Oui, On a possibilité de partir plus loin, on va dire, à 1,3 milliard de dinars en 2030. Et puis, je pense que c'est un tourisme qui doit réellement se développer. On voit maintenant une nouvelle gamme de clientèle qui vient principalement pendant l'hiver. Et cette gamme de clientèle, c'est du tourisme individuel. C'est des gens qui n'achètent pas réellement le package auprès de tour opérateurs, mais ils viennent principalement individuellement. tout seuls. Oui, Pardon ? individuellement. Exactement. Ils viennent individuellement. Et ces gens-là, quand ils arrivent en Tunisie, ils achètent par leurs propres moyens Oui, tout type de accommodation, de séjour. Donc, ils peuvent partir sur certains types qui ne sont pas des hôtels. Donc, on est sur un autre type de tourisme alternatif. Bien sûr, je dois bien préciser les choses. Le tourisme alternatif, il ne doit en aucun cas remplacer l'existence de tourisme classique, mais il doit partir en parallèle, c'est-à-dire sur la même ligne de développement avec le tourisme classique. Et puis, ces gens-là qui sont en train d'offrir la possibilité de nouveaux types de tourisme, maisons d'hôtes, des gîtes rurales. Donc, il y a plein de types qui se développent. Je pense qu'il y a une certaine demande sur ce type de tourisme. Il y a beaucoup de personnes qui partent sur des plateformes comme le Airbnb, par exemple, pour prendre pour en fait réserver leur séjour. Et cette tendance, elle est plutôt parce qu'on parle de tourisme de proximité, on donne la possibilité aux clients de vivre avec des familles, de découvrir la culture réelle du pays, d'être en contact avec les locaux. Et puis c'est un tourisme qui est plutôt durable, qui n'est pas un tourisme qui est destructif de l'environnement, c'est Tout à pas un fait. tourisme qui
qui est en train d'émettre certains, en fait, d'augmenter l'empreinte carbone en fait, au niveau environnemental. Donc c'est un tourisme qu'on le voit principalement pendant l'hiver. Et je suis en train de constater une augmentation massive de ce type de clients qui arrivent en Tunisie pendant l'hiver. D'accord. Donc c'est une manière de rallonger la saison estivale, hein? Pardon? C'est une manière de rallonger la saison estivale qui se limite à 4 mois de l'année pendant. La solution elle est trop claire maintenant. On n'a plus à. Je pense que partir sur le Open Sky, c'est une solution qui est devenue impérative pour réellement donner la possibilité à ces gens-là de venir avec des prix qui sont très intéressants. Et je pense on voit facilement les résultats de la décision de partir en Open Sky au Maroc, en Égypte. Des décisions qui sont concrètes. On voit aussi une extension, on va dire, de la saison. Maintenant, on est parti on était à 30 septembre, on est à 31 octobre, maintenant on va partir au 30 novembre. Moi, je pense facilement on pourra réellement rattacher les deux bouts de saison pour qu'on ait une saison qui s'étale pendant toute l'année, je pense, hein. C'est ça notre objectif, exactement. Alors, quel impact les nouvelles technologies ont-elles sur la gestion d'une agence réceptive aujourd'hui? Donc le digital. Oui, l'IA, beaucoup de personnes, 44% des voyageurs maintenant utilisent l'IA pour réserver. Oui. Ce n'est plus un choix, réellement, c'est une obligation. Le train, il est parti, on doit prendre les wagons avec toute la concurrence du monde. Oui. Les clients ils sont à la recherche d'informations et ils trouvent facilement l'information auprès de l'IA. Donc ils demandent, moi je veux réserver une chambre à moins de 200 euros dans la destination telle et lui donne toute la possibilité. Maintenant, l'IA vous donne aussi le feedback client, il vous permet de savoir qu'est-ce que les clients pensent de la destination ou du produit. L'IA vous donne les meilleurs prix, sur quelle période il faut choisir pour partir en vacances. D'accord. L'IA vous permet de donner les accommodités, tout ce qui est facilité, en fait, tout ce qui est shopping, tout ce qui est commerce qui sont aux alentours des hôtels. L'IA vous permet de donner une idée sur tout ce qui est aussi une idée sur le développement technologique dans le pays, développement économique. Donc, il vous donne un overview de la destination totale. Oui. Et nous, on doit se retrouver sur ces plateformes-là. Ce n'est plus un choix. C'est obligatoire aujourd'hui. Oui. Être sur le podium, on va dire, avec d'autres destinations, pourrait être facilement réservé. Tout à fait. Et puis l'IA aussi, ça va permettre aussi de générer de l'argent, de diminuer certains coûts, de pousser, d'influencer les décisions d'achat aussi pour certains consommateurs. Il permet aussi d'orienter vers certaines aussi décisions, on va dire, d'achat, comme je venais de mentionner. Donc, l'IA, c'est un atout principal digital et IA, on va dire, c'est un atout principal réellement pour le développement du pays et de la destination. Donc. Très bien. Alors, pouvez-vous nous expliquer donc ce que c'est que le tourisme génératif et en quoi il va plus loin que le tourisme durable? Oui, le tourisme régénératif, c'est une nouvelle modalité, on va dire un nouveau mode pour le tourisme durable. C'est une étape qui est supérieure, donc on est passé d'un tourisme classique de consommation, principalement de consommation, et puis on est parti sur un tourisme qui est durable. C'est un tourisme durable qui a pour but principalement de préserver l'existant. Et puis on part maintenant sur un troisième volet qui est plus réellement développé, le tourisme régénératif. Et c'est un tourisme qui a pour but de réparer ce qui existe, c'est-à-dire de réparer ce qui a été détruit par le secteur touristique. Donc le client participe d'une manière directe à la réparation, par exemple en participant en faisant par la plantation d'un arbre ou de participer avec les locaux à faire de préparer certains dishes, par exemple certains foods. Oui. On a vu ça lors de certaines circonstances en Thaïlande ou problème de tsunami, que les gens ils sont venus aussi pour aider et réparer. Donc c'est que le client il participe de cette manière à faire face à la détérioration de l'environnement causée principalement par le secteur touristique. Très bien. Donc on est passé une nouvelle étape maintenant, partant du tourisme durable à tourisme régénératif. Le client, il se sent responsable réellement et qui peut réellement aider à revenir à l'état, on va dire, initial qui est impossible, mais
à un état amélioré de la destination. Très bien. Alors le tourisme individuel, sans passer par un tour opérateur, est-il en augmentation en Tunisie? Moi, je pense certainement, on le voit, et ça, les chiffres, je vais vous dire quelque chose. Moi, je mesure toujours les chiffres à travers le nombre d'avions qui sont mis à disposition. Oui. C'est-à-dire, si demain, un tour opérateur ou une compagnie aérienne continue réellement à desservir la destination à travers des avions, ça veut dire qu'il y a une demande pour la destination. Très bien. Rien à part les vols qui peuvent être un vrai indicateur du développement du secteur touristique. Et on est en train de constater à travers certaines compagnies aériennes maintenant qui continuent à opérer pendant l'hiver et qui continuent à augmenter le nombre de vols massivement aussi pendant l'hiver et augmenter aussi le nombre de vols massivement pendant Oui. l'été. D'accord. Je dois expliquer quelque chose qui est important. Rapidement. C'est que, oui, c'est que pour la partie tour operating, il y a Oui. une certaine limitation au niveau de nombre de chambres. C'est-à-dire les tour opérateurs ne trouvent plus suffisamment de chambres pour vendre dans le pays. Ah, Donc on a un d'accord. problème de saturation. Oui. Certes, on arriverait à un point où on ne trouvera plus de chambres. Donc partir sur un tourisme alternatif, c'est une solution qui peut être optimale réellement pour développer le secteur touristique. D'accord. Donc la possibilité, nous on est en train de voir beaucoup d'individus qui sont en train de venir, Oui. de prendre des chambres ou des appartements ou n'importe quoi sur des plateformes qui distribuent du tourisme alternatif principalement. Et puis, on le voit aussi pendant l'hiver sur cette continuité à acheter la Tunisie comme une destination principale. Oui. Donc, c'est un point très, très important. Là, il faut qu'on s'arrête, Oui. prendre un peu de réflexion et puis partir pour rechercher la possibilité aussi de trouver une certaine saturation pendant l'hiver comme on est en train de vivre maintenant pendant l'été. Très bien. Notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci, Monsieur Mohamed Anas Snen. Donc, je rappelle que mon invité était Monsieur Mohamed Anas Snen, qui est directeur général d'une agence de voyage réceptive d'un tour opérateur allemand. Monsieur Mohamed Anas Snen, merci pour ce bel échange. Merci beaucoup, Sinadi, pour l'invitation. Merci beaucoup. Je vous en prie, par rapport au sujet d'aujourd'hui, à savoir les nouvelles tendances du tourisme tunisien, les défis à relever et les opportunités pour un meilleur avenir du secteur. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Kaysel Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mahdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau rendez-vous Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination